Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai le plaisir de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes commanditaires La Joie, qui est une entreprise en représentation, donc pour tous vos projets résidentiels, commerciaux, institutionnels, n'hésitez pas à les appeler pour vos spécifications. J'aimerais aussi remercier Watts, qui est représenté par La Joie, donc pour vos drains, vos PRV, vos DR, n'hésitez pas à les appeler. J'aimerais également remercier Bugatti qui nous permet d'offrir un super cadeau à nos invités. Cette semaine, j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer Miguel Escobar qui nous raconte son histoire. Sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Bonjour Miguel, bienvenue partie 2 de l'entrevue. Quand on s'est naissé, on parlait de l'écoute, tout ça, et l'importance de ça pour les besoins. Tu as eu à écouter pas mal parce qu'après la job de l'hôpital, tu es parti. Ça, c'est une affaire, il va falloir que tu me racontes le choix de comment ça s'est fait. Tu es parti dans le municipal. Oui. Greenfield Park. Ouais. Comment ça s'est fait, ce move-là? Parce que, tu sais, on parle de tes... Probablement, tu avais quoi, 28 ans peut-être? 30 ans? J'avais 30 ans. 30 ans? Oui. Quand même... 31 ans. Ouais. Puis là, comment ça s'est fait de partir de... On parle de projet majeur, très impliqué, à je m'en vais à Greenfield Park? En fait, je pensais que j'allais continuer à l'hôpital Montsonaillé et prendre le poste de directeur de construction de l'hôpital parce que ça aurait été un autre niveau pour moi. Mais mon directeur général, qui était mon mentor, il a dit « Miguel, fais d'autres choses. » You don't want to go there. Non, t'es capable de faire d'autres choses. Et là, je me suis trouvé un peu indécis et j'avais pas beaucoup d'options. Mais comme d'habitude, j'en cherche. You're great, ça. Il y a une opportunité qui m'est arrivée. Il m'a dit, écoute, il y a un poste de directeur parce que à part l'expérience, il y avait aussi les positions que je voulais atteindre pour avoir la réputation, l'expérience et la crédibilité. Et en fait, c'était pas directeur, c'était coordinateur de l'urbanisme. Et quand j'étais là, on m'a engagé tout de suite. Je savais pas pourquoi, mais après, j'ai appris pourquoi. Parce que j'avais aucune expérience. Comme architecte, j'étais pas encore membre de l'ordre des architectes, membre de l'ordre des urbanistes. J'avais aucune expérience en municipal. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait des urbanistes ou des directeurs ou des coordonnateurs avant moi qui passaient à chaque 3 mois, 6 mois, et ça restait pas longtemps. Oui, Greenfield Park était une ville, on peut en parler un peu, là, c'est connu aujourd'hui, tu sais, qu'il y avait eu certains enjeux au niveau de la commission. C'était plus difficile au niveau de la direction, similaire un peu à la ville de Laval. Il y avait eu des enjeux de criminalité là-bas pour justement faire avancer, puis de corruption là-bas. Là. Fait que je veux pas qu'on aborde trop le sujet. Non, mais tout à fait. Quand je suis arrivé, à peine une semaine, l'adjoint de la police est venu me voir. Ouais, ça, tel dossier, qu'est-ce qui se passe? Je dis, voyons donc, attends. Je viens juste d'arriver. Non, mais attends un petit peu. La police vient te voir pour te parler de dossiers d'urbanistes. C'était quand même particulier. Là. Tout à fait. J'étais vraiment surpris. Sans compter toutes les histoires, parce que je pense que ça va aller dans mon livre. Disons que j'ai passé 4 ans, les derniers 4 ans du mandat de notre maire, entre guillemets,
qui était ben chum avec le maire de Laval, mais avec beaucoup plus d'expérience. C'était vraiment un défi pour moi. J'ai eu beaucoup de menaces pendant cette période-là. J'ai connu un ami à moi à Côte-des-Neiges qui s'est suicidé par la pression qu'il a reçue. Un ami à moi à une autre ville dans le West Island aussi qui a passé 6 mois dans le lit de l'hôpital. Dû à des blessures. Puis Donc, sans rentrer dans les détails, ça illustre un petit peu la pression que j'ai eue. Mais j'ai pas traversé aucunement, jamais la ligne. Parce qu'une fois que tu signes quelque chose, en fait, j'ai eu pendant 3 mois, la dernière année de son mandat, plus de 150 notes de service m'accusant de j'ai répondu à chacune de ces notes de service avec beaucoup de respect, même si la note de service que je recevais était vraiment... c'était menaçant. C'est très menaçant, la façon que c'était écrit, c'était vulgaire. Puis tu devais avoir aussi des pressions, parce que les pressions devaient venir d'un peu partout pour te faire accepter des choses qui n'avaient pas d'allure. Là. Ben oui. Et, mais 4 ans, Miguel, c'est quasiment un success story d'avoir resté là. C'est 4 ans de menaces. Je le répéterai pas. non, mais puis, ça aurait pu mal tourner, là. Oui. Je regarde un peu qu'est-ce qui s'est passé à Laval, des gens, puis c'était assez... c'était connu. C'était connu que c'était comme ça, puis ceux qui marchaient pas dans le droit chemin, ils étaient un peu soit clairés, soit menacés. Le fait que tu es resté... Parce que tu es resté jusqu'à temps que le maire sorte, là. Tout à fait. Et c'est tout à ton honneur parce que ça aurait été facile. Je me souviens d'un entrepreneur qui n'a pas été impliqué dans la commission Charbonneau, mais il est impliqué. Il y a eu des propositions. Puis il y a un enquêteur, une fois que toute la poussière est tombée, l'enquêteur était venu le voir puis il dit, on va donner un nom, Steve, là. Je ne vais pas nommer les noms, mais il dit, Steve, moi, j'étais là, tu étais sous surveillance vidéo des propositions qu'il y a eu. Ouais. Puis, quand le gars, il t'a dit, t'as 50 000 $, puis on va faire aller ton... Puis, si tu me donnes tant, tu vas... Puis, Steve, il n'a pas embarqué dans ça, mais il dit, cette journée-là, là, tout était miké dans votre rencontre. On a les vidéos, tout ça. T'aurais pu franchir la ligne. Puis... moi, j'en ai reparlé avec Steve, puis il m'a dit, Bruno, dans toute ma vie, là, la période où je n'avais le plus besoin de l'argent, là, c'était exactement à ce moment-là. Moi, là, tout à fait. J'aurais pu prendre les 50 000 $ puis régler plein de problèmes. Mais il dit, j'ai décidé de ne pas le prendre à cause des valeurs. Mais il dit, cette journée-là, là, ma vie, ce qu'on connaît aujourd'hui de moi, aurait pu jamais exister. Puis toi, exactement. Je suis certain que tu as eu des propositions incroyables, puis des menaces de mort. Le gars de la police, quand il est venu te voir, c'était pas pour rien. Là. On va avoir à se parler souvent parce que ça va brasser de ton côté. Là. Ben oui. Mais... une chose qui m'a aidé, en fait, une façon de gérer tout ça, c'est que je faisais ma job. Je rejetais toutes ces propositions-là avec respect. J'ai jamais pris vengeance à personne. Et à la fin, j'ai réalisé, parce que tu disais, est-ce que tu ferais ça une autre fois? Non. Parce que c'était toujours à ça de prendre la vengeance ou de accuser quelqu'un. Et j'ai resté dans mon coin. Je faisais ma job, je continuais.
parce qu'en même temps, j'avais des projets que j'avais commencés. Je voulais les voir Aboutir. Parce que tu as fait des belles choses à Greenfield Park. Là. Ben oui, j'étais impliqué dans le développement. J'étais investi. Et aussi, je voulais pas que mes garçons apprennent par la suite qui j'étais. Je voulais qu'ils sachent qui je suis. Que j'ai resté toujours droit. Puis, c'est quoi ta plus bel accomplissement durant ce temps-là à Greenfield Park? Le projet de Boulevard Tachereau. Parce qu'un jour, ça va se faire. Exact. Hein? C'est inévitable. Je ne sais pas, l'autre projet qui a été fait à la place de Boulevard Tachereau, avec le système de transport, j'ai des doutes. Des vrais doutes. On va voir. Mais Boulevard Tachereau, c'est un no-brainer. Ça va se faire. Il faut qu'il fasse l'extension du métro. Il faut qu'il fasse le boucle. C'est inévitable. Après Greenfield Park, tu t'en vas où? Ben, comme je disais tantôt, j'ai toujours des options avant. Même quand j'ai rentré à Greenfield Park, ben, j'étais chercher ma licence d'architecte, d'urbaniste, la première année, deuxième année. Donc, quand j'ai quitté, le lendemain, j'étais chez moi, j'étais en train de faire des projets, d'appeler des gens. Parce que quand le maire a quitté, le nouveau maire m'a nommé directeur général de la ville. En fait, c'était pas lui, mais le conseil qui suivait un peu ce que je faisais pendant les 4 ans avait apprécié. Et donc, ils m'ont mis en charge de la police, les pompiers, l'appareil municipal de la ville. Et j'ai fait ça pendant 1 an. J'étais très encouragé parce que le nouveau maire avait le même âge que moi, 35 ans à peu près. Et on voulait changer le monde. Mais on a découvert d'autres choses sur lui. Ouais, c'est ça. On ne s'est pas entendu. Et à la fin, ben, ils m'ont donné 1 an de salaire pour partir. Donc, c'est pas parce que j'avais pas fait un bon job, mais ils voulaient que je parte. Moi aussi, je dis, ben écoute, ça marche pas non plus. Non. Et j'ai utilisé cet argent-là pour partir mon bureau. Mais quand même à l'hôpital Mont-Sinaï et à Greenfield Park, j'ai fait des projets comme j'ai gagné le premier concours ouvert d'architecture à Montréal avec l'administration Doré. Parce que j'avais un client qui voulait acheter un terrain. Ils étaient en négociation avec le maire Drapeau. Et l'administration Doré a mis un arrêt là-dessus. Non, on va être démocratique. On va lancer un concours d'architecture. Il y avait eu 24 bureaux qui ont soumis des projets. J'avais pas encore mon saut et j'ai gagné. Et ça, c'est assez fou, hein? Miguel, tu sais, t'avais pas ton saut d'architecte, puis t'as gagné le concours d'architecture. Et j'ai engagé mon ancien patron pour faire les plans de construction, mais c'est moi qui ai C'est toi qui avais sketché au complet le design. J'étais sur les échafauds avec Robert Hardy, qui est toujours super bon maçon. Et à chaque 2 semaines, j'allais avec lui sur les échafauds. Et, c'est au 7001 Boulevard Saint-Laurent. J'avais fait aussi le côte de la Place d'Armes pendant que j'étais chez Henderson avec le Sympa. Le Parc La Presse pendant que je travaillais à l'hôpital. Et à Greenfield Park, j'ai fait le premier mesurage BOMA 96 au monde, les soirs, les fins de semaine, sur l'édifice Dominion Square à Montréal. C'était un bêta test avec le 93 et 96. Parce que mon associé était sur le comité international de BOMA. Et avec ça, on a entériné le standard. Donc, quand j'ai quitté Greenfield Park, j'étais déjà... T'avais plein d'options, là? J'avais plein d'options. Et c'était difficile parce que
tu sais, quand tu enlèves les taxes, la partie qui s'en va à ton fonds de pension, etc., le net, c'est pas beaucoup. Il n'en reste plus, hein? Non. Donc, tranquillement, l'argent s'en allait. Et j'ai eu la chance de travailler sur le redéveloppement du promenade cathédrale, la tour KPMG. Ça faisait juste à peine 10 ans qu'il était construit. Et on m'a engagé pour faire toute la rénovation. Et là, mon bureau est parti. J'ai ouvert un bureau au coin de Ville-Sainte-Catherine. Je suis toujours là. Fait que c'est plus petite, mais... ouais. Puis à quel moment parce que les auditeurs ne le savent pas, mais tu as aussi un autre chapeau qui est arrivé, courtier immobilier. Quand est-ce que c'est arrivé? Ça fait déjà 12 ans. Oui, non, même quand j'étais chez Henderson, je prenais des baux, des locataires qui nous engageaient pour faire l'aménagement. Et j'avais la tâche de faire les plans, de faire les calculs de construction, etc. J'avais à peine 22 ans, 23 ans. Et les clients, ils n'en revenaient pas, ils criaient, c'est quoi ça? C'est trop cher. Mais c'est ça qui est indiqué sur ton bail, là. La cédule C, responsabilité du locataire, voilà, papa. Mais c'est qui a fait ça? Ben, je sais pas, c'est peut-être ton courtier. Oui, mais demande-lui. Mais non, il est parti avec la commission. Donc, je réalisais que je connaissais pas mal sur le courtage déjà. Et ça me fascinait aussi, la vente. C'était un autre niveau de connaissance parce que il y avait le côté financement aussi que je connaissais pas. Et ça faisait beaucoup d'années que je voulais rentrer là-dedans. Et à un moment donné, j'avais la chance d'avoir les 3 niveaux de résidentiel, commercial et hypothèque de financement. Parce que dans un an après, il fallait que tu étudies chacun individuellement. Donc, je dis, on va faire ça, tant qu'à être. Ouais. J'ai rien d'autre à faire. T'avais un peu de temps libre. Oui. Donc, aujourd'hui, j'ai ma licence de courtier et de courtier agréé. Donc, j'ai ma propre agence à mon compte. J'ai pas d'employé. J'aime ça comme ça. J'ai pas de bannière. J'ai ma propre agence. Et j'ai fait au-delà de 500 transactions en 12 ans, à date. La plupart résidentielles, mais un peu de commercial, un peu d'industriel aussi. Puis, comment tu trouves ça, avoir tous ces chapeaux-là? Parce que tu sais, t'es membre de je pense que t'es membre de 6 ordres. 5. 5, il y en a une qui... Régie du bâtiment, disons, entrepreneur général, je l'ai mis en hold. Ouais, t'avais peut-être trop. Mais comment tu trouves ça, tu sais, le fait que t'as eu tous ces chapeaux-là, ça... Tu sais, on parlait du fameux 10 000 heures pour être expert dans quelque chose. Tu sais, 10 000 heures, c'est beaucoup d'années. C'est 5 ans. Oui, non, mais tu as 6 spécialités. Là. Ouais. C'est 30, tu sais, c'est 30 ans. Là. C'est incroyable. Ça fait pas longtemps que j'ai arrêté. J'ai considéré ça. Je dis, ouais. J'en ai fait pas mal. Ouais, non, c'est Maxwell Gladwell qui avait écrit un livre sur comment être un expert. Il parlait de 10 000 heures. C'est 5 ans. Donc, j'ai fait 5 ans dans un bureau d'architecte, 5 ans dans un hôpital, 5 ans dans une municipalité, plus de 5 ans avec mon bureau. Donc, les gens disent, t'es généraliste. Non. Donc, aujourd'hui, j'ai des projets sur lesquels je suis en train de négocier, où je suis le courtier pour acheter le terrain, le concepteur,
l'urbaniste pour changer le zonage, le lobbyiste pour négocier les changements. Je peux faire le concept, les plans préliminaires, les documents contractuels de construction, les services durant la construction et même le vendre après. Donc, ça, c'est mon prochain chemin. C'est incroyable. C'est incroyable. Puis, tu sais, il y a un autre chapeau que tu n'as pas, que tu ne donnes pas, mais tu sais, t'es influenceur. Moi, j'appelle ça ou influenceur. Tu sais, dans le milieu de la construction, tu es un gars que, si les gens vont voir ton LinkedIn, toutes les nouvelles dans le milieu de la construction, en tout cas, je dis tout, beaucoup de nouvelles, beaucoup de situations qui se passent dans le milieu de la construction puis dans l'immobilier, tu les commentes et t'ajoutes ton grain de sel au débat, tout ça. Quand est-ce que ça a commencé à aller là? Parce que c'est la première fois que quelqu'un utilise ce mot-là. J'en reviens pas à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui dit « Ah, je te suis », mais je réalise pas jusqu'à quel point je le fais non seulement par le plaisir, mais ça fait un bout de temps que je regarde ce qui se passe sur LinkedIn, qui est une plateforme fantastique. J'ai eu beaucoup de mandats à travers la plateforme, mais je vois beaucoup de commentaires, des likes, des commentaires farfelus. Et c'était un peu comme quand tu es sur la route et là, quelqu'un te coupe. Ouais. Et tu dis, qu'est-ce que tu fais là? Tu prends une photo, OK, là, tu te relaxes. Okay. J'ai décidé de commenter. Et au début, j'écrivais 3000 mots. Et là, j'essaie de mettre ça dans LinkedIn. Et dit, non, c'est trop. C'est 3000 caractères. Tabarnouche. Donc, avec le temps, là, tu commences à synthétiser, à éditer, aller au point, à travailler l'arc de l'histoire, à conter des histoires. Parce que les gens ne veulent pas juste entendre des faits. Ouais. Ils veulent savoir pourquoi. Et non seulement pourquoi tu n'es pas d'accord, mais c'est quoi ta proposition? Qu'est-ce que tu ferais d'autre? Et ça, il manque beaucoup sur LinkedIn. Mais c'est incroyable. Dans le monde, il y a beaucoup de monde qui donne leur opinion, mais peu arrivent avec des solutions. Tu sais, ça, moi, ça m'a marqué de tes posts. Tu arrives toujours avec une proposition. Tu l'as jamais, les gens, sur « parfait, c'est ouvert ». Non, tu arrives avec « ça, c'est les faits, ça, c'est ce que j'en pense, puis ça, c'est ce que je propose ». Puis ça, c'est rafraîchissant. Là. Tu sais, les gens vont souvent sortir le négatif d'une situation, puis ils vont laisser... moi, je dis drop the mic, là, ça, c'est la situation. Mais toi, t'arrives puis tu proposes des choses. Pourquoi c'est arrivé quand, ça? À peu près 4 ans. C'était un peu dans le temps que, je voyais Montréal aller dans une direction bizarre, tu sais. Et il fallait que je dise quelque chose, mais c'était juste pour moi. J'avais aucune idée que quelqu'un allait lire ça. Et je pense que ce qui a fait le plus attention, c'était quand j'ai parlé de la fermeture de la rue Sainte-Catherine. Et j'ai eu comme 85 000 vues sur mon post. Il y a eu des gens qui m'ont critiqué, mais jamais dans mes posts, j'insultais personne, je critiquais personne au bord, mais pas trop. Mais... et des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi, je les engageais. On dit souvent qu'il ne faut pas engager les gens qui te critiquent. Dans les réseaux sociaux. Mais je trouvais qu'il ne fallait pas que les gens laissent des commentaires sans aucun background sans reply. ou justification. Alors, je les répondais.
Et je dis non, c'est pas comme ça. C'est parce que telle affaire, etc. Et j'ai gardé une bonne... Même si t'es pas content, mais je l'ai... T'as gardé le contrôle. Je gardais le contrôle. Et à un moment donné, il se fatiguait. Et là, je n'entendais plus parler. Il y avait eu quelques-uns qui... de bons gars, là, tu sais. On a eu des discussions. Et j'ai réalisé là que T'as un talent pour ça, Miguel. Je sais pas si tu t'en es rendu compte, là, mais tu es capable de bien synthétiser les idées, puis d'arriver avec des opinions, puis des faits, puis des raisonnements, des fois qui ne plaisent pas à tout le monde, mais tu es capable de justifier ces... Puis il n'y a rien de farfelu là, dans ce que tu donnes. Là. Mais c'est un peu comme j'ai toujours fait dans mon bureau. J'ai donné beaucoup de latitude à mes employés. Des gens qui sont rentrés avec zéro d'expérience, je les ai fait plonger dans le profond. Des gens qui avaient des problèmes même de communication et il n'y avait pas le courage. Je les ai envoyés chez les clients. Ils ne voulaient pas. Je dis non, vas-y. Et avec le temps, t'entendais à peine ces problèmes, là, tu sais. Et aujourd'hui, les gens qui sont avec moi, ils avaient zéro d'expérience, mais ils avaient beaucoup, beaucoup de passion. Et aujourd'hui, c'est eux qui gèrent le bureau, quasiment. Mais la règle, c'est simple, c'est que vas-y, propose. Tu as le contact avec le client, mais moi, j'ai toujours une copie conforme. Ouais, et si je ne suis pas d'accord avec ce que tu proposes, il faut que tu me convainques. Parce que peut-être j'ai pas raison non plus. Tu sais, t'as pas j'ai pas la solution, mais on va on va en débattre. On va s'engager dans la discussion. Et si tu me convaincs, ben parfait, je te donne raison. J'ai toujours été comme ça. On n'a pas toujours la réponse. C'est un peu la même chose sur LinkedIn. Si quelqu'un a une opinion qui diffère du mien, ben, je suis toujours ouvert et c'est ça qui est important, avoir un dialogue ouvert et sincère, parce que je trouve que les projets qu'on fait actuellement à Montréal, là, j'en reviens pas. On essaie de régler un problème et on crée une multitude d'autres problèmes parce que c'est politiquement intéressant. Mais c'est pas la solution logique. Ouais. Oui, ça crée des problèmes. Là, tu sais, si on parle juste du logement, tu sais, à court terme, les gens construisent, mais tu sais, je parlais avec une famille récemment. Tu sais, moi, j'ai construit, je rénove des maisons sur la Rive-Nord. Puis, tu sais, j'ai un constructeur qui est très présent sur la Rive-Nord, tu sais, qui m'a appelé personnellement sur mon cellulaire pour me dire « Bruno, tu ne loues pas assez cher tes maisons. » Puis là, je dis, tu sais, moi, je loue des unifamiliales, je rénove. Puis, tu sais, je loue ça 2000, 2500, tu sais, 2200, là, tu sais, environ, que je considère déjà des coûts astronomiques pour une famille. Tout à fait. Mais tu sais, la personne me parle, puis il me dit « Bruno, t'es en dehors du marché, là. Moi, à ce même prix-là, c'est un condo 5,5. Là, tout, c'est une maison avec un terrain, un garage, l'air climatisé, tout le kit, là. Puis là, je suis comme, ouais, mais moi, ça ne suit pas mes valeurs de voir. Tu sais, c'est quoi ton opinion sur présentement la situation du... Peut-être une exception, parce qu'aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'il manque beaucoup de résidences. Je pense qu'on parlait de 30 000 par année. On va se rendre à 120 si on n'améliore pas la situation. Et ça a un effet direct sur la location. Parce que si on n'a pas de produit à vendre, on n'a pas de produit non plus pour la location. Aujourd'hui, en Californie,
on interdit la construction de maisons unifamiliales, résidentielles unifamiliales. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas payer 50 pieds d'infrastructure pour 2 maisons de chaque côté. Au Québec, on n'a pas besoin de passer une loi. Il n'y a personne qui va faire ça aujourd'hui, construire des banlieues avec des maisons individuelles. On est en train de densifier. À Montréal, on ne veut pas la densification. Mais on veut régler le problème d'abordabilité. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu ne fais pas la densification, si tu ne permets pas les entrepreneurs à construire, tu n'auras pas de produits. Mais la demande va continuer à augmenter. Et ça va avoir une pression énorme sur la location. Aujourd'hui, je le vois comme courtier, tu mets un appartement en location et tu as 5, 10 offres pour une location. Et là, le propriétaire, il reçoit ça, il reçoit 200, 300, 400 $ au-dessus de ce qu'il demande. C'est jamais vu. Mais c'est ça, s'il accepte, c'est illégal. Oui, non, mais je sais, si le tribunal est tellement plein de demandes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le prendre, Puis, il faut établir les preuves, tout ça. Mais, encore une fois, il y en a qui ont franchi la ligne. Là. Ben oui. Moi, je me souviens, là, on est sur la rive nord. Je dépose... Moi, je passe par Marketplace. J'ai beaucoup de réseaux sociaux là-dessus. J'ai rentré, Miguel, ma maison à 9h le matin, prendre un petit café avec ma blonde. Puis on avait du soccer avec les enfants à 11h. Part au soccer, regarde pas le téléphone. Et là, on dîne vers 2h, 2h30. OK, on va relaxer. Je vais regarder, j'ai-tu eu des posts sur des demandes. Là, on parle d'un très court laps de temps. Là, 6 heures, j'ai eu 48 demandes de location. 48, Miguel. Incroyable. Hey, je donnais pas de la nourriture. Là. Je louais une maison, 3 chambres. Ça, c'est récemment? Non, c'est une histoire de moins de 6 mois. Là. Attends que les taux d'intérêt descendent, ça va être l'enfer. Les prix vont chuter sur la stratosphère, là, et les locations vont suivre. Présentement, là, je suis en train de finaliser une rénovation. Ça va être une très belle maison, nice design, au goût du jour, tout rénové. Parce que quand je rénove, je veux pas que les gens aient des problèmes éventuellement ou qu'il y a des parties. Moi, je veux que ça soit clean. Puis, il n'est pas encore loué. J'ai reçu 8 demandes. Il dit j'ai vu que vous rénoviez, est-ce que c'était pour vous? Là, des walks, des gens qui passent dans la rue qui ont vu ça, puis qui ont arrêté de demander aux ouvriers c'est qui le propriétaire, puis ils m'ont appelé pour savoir si c'était pour eux, ou si c'était pour moi, ou si j'allais la mettre à louer. Fait que dans 2 semaines, je la mets à louer. J'ai hâte de voir. Là. Puis là on parle, là, dans 2 semaines, on va être au mois début mai. Ouais. On est à 2 mois de la date du 1er juillet où la majorité des Québécois déménagent. Et j'ai hâte de voir la quantité de personnes qu'il va avoir. J'ai l'impression que ça va être... Puis c'est tous des gens, là. Des gens... je me souviens, moi, ça fait... Je suis rendu à ma 16e année dans le milieu de l'immobilier, là, locatif. Puis avant ça, des fois, on sortait des loyers dernière minute, puis c'était pas tout le temps la meilleure clientèle. Là, c'est des gens, des travailleurs très bien rémunérés, des gens qui font attention au logement. Il n'y a plus ça. Fait qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait proposer comme solution à Montréal pour, j'aime jamais dire régler, mais améliorer la situation à court terme? Là? Ben, à Toronto, il n'y a pas longtemps, ils ont annoncé 7 zones de ultra-densification. Parce que on n'est pas les seuls. C'est un problème généralisé à travers le monde. On a un manque de produits. Avec la pandémie, il y a eu moins de construction.
les taux d'intérêt ont arrêté pas mal, mais la demande est toujours là. Exact. Récemment, j'ai commenté justement sur LinkedIn un projet de stratégie pour adresser cette question-là. Et je trouvais ça bizarre parce que je ne voyais pas, mais j'ai réalisé que j'avais un blind spot. Je ne voyais pas le mot densification. Et j'écris là-dessus, où la densification dans tout ça? Parce qu'on va améliorer ci, on va améliorer ça, les services, etc. Mais c'est pas ça l'approche. C'est pas ça le problème. Et quelqu'un de la ville m'a répondu, ah non, on a parlé de la densification dans l'item 2. Je cherchais dans l'objectif 2 et c'était dans le 3e, 4e paragraphe. J'ai répondu, mais excuse-moi, mais ça devrait être l'objectif principal et le reste devrait être des stratégies vers ça, la densification. La façon que vous l'avez écrit, c'est comme si vous êtes gêné d'en parler de la densification. En plus, il impose 20% de logement social, 20% de maisons abordables, 20% de résidences familiales dans des nouveaux projets. C'est 60% de taxation sur un développeur. Donc, et où la volonté pour la ville d'encourager le développement? Si tu dois imposer ça, c'est parce que tu ne crées pas la possibilité de construire et laisser le marché fournir ces logements-là. Si tu as suffisamment de développement, tu peux avoir suffisamment de taxes ou de taxes de développement pour avoir de l'argent pour acheter ou créer comme ville, municipalité, du logement social et donner la chance aux entrepreneurs de compétitionner pour ça. Il y a une loi qui impose dans certains bâtiments l'obligation du vendeur, je ne me souviens pas c'est quoi le nom, d'informer la ville qu'ils ont eu une promesse d'achat acceptée qui doit être rendue conditionnelle à ce que la ville puisse avoir la chance de l'acheter pour les mêmes conditions, prix et conditions. Mais d'après ce que j'ai entendu, depuis 4-5 ans, ils ont utilisé leurs droits. Ils ont... Jusqu'à quelle fois? 2-3 fois. Et ils ont exécuté un seul projet. Donc, c'est ça que quand je parle de l'incapacité de la ville de rédiger des politiques, ils ne savent même pas c'est quoi une politique. Ils ne savent même pas comment rédiger une politique et le rendre du problème jusqu'aux actions et ressources. Parce que si tu n'es pas capable de le mettre en pratique, ben là, on tourne en ronde. Ben, tu sais, dans la première section de l'entrevue, tu parlais de... On parlait de la réglementation puis des politiques. Quand une politique est obligatoire et elle est imposée aux constructeurs, je crois que ça limite beaucoup les idées. C'est comme si tu mettais des œillères au lieu d'ouvrir les œillères et de dire « Hey, il y a ça, il y a ça, il y a ça », de les ramener puis quasiment même arriver focusser. Puis je comprends, tu veux pas non plus des abus, mais je pense que ça réduit énormément la créativité. Tout à fait. Et depuis un certain temps, j'ai écrit sur l'obligation que la ville et les constructeurs se mettent ensemble pour justement discuter de tout ça. Et je pense que la IDU est très impliquée et a commencé à travailler là-dessus. Mais le résultat n'est pas là encore. Et je pense que il faut que la ville ouvre un peu plus, écoute un petit peu plus et qu'il y ait plus de synergie entre les deux côtés. Parce que les constructeurs, c'est eux qui construisent, là. Ouais. Si tu n'as pas de produits, tu n'as pas de logement,
les prix vont monter C'est aux l'offre et la stratosphères. demande. Et il faut travailler ensemble. Là, on dirait que on s'écoute pas, là, tu sais. Ben, tu sais, on a parlé d'une chose tantôt qui est importante, tu sais, c'était l'écoute. Puis, tu sais, les constructeurs, tu sais, je veux nommer personne, là, mais on connaît les constructeurs majeurs. Ils ont les idées, là. Ah oui. Ils détiennent c'est quoi l'idée, mais tu sais, juste de permettre l'ultra-densification va énormément aider. Un des problèmes, c'est que not everybody's on the same playing field. Et quand les règles ne sont pas pareilles pour tout le monde, ben quand tu as des idées, ben tu ne vas pas les partager ou les mettre en pratique parce que là, ça va réduire le coût de ROI, de retour sur l'investissement. C'est pour ça que le système de mesurage, par exemple, je prends BOMA, par exemple, c'est un standard de mesurage pour les édifices à travers le monde. Pour les édifices, c'est pas obligatoire, mais quand les courtiers disent ben, c'est tant pis carré selon BOMA, quel BOMA, ça c'est une autre histoire, mais en général, c'est un standard, tout le monde s'entend, et tu peux comparer un bâtiment par rapport à un autre, et tu peux évaluer si tu payes raisonnablement par pied carré. On a passé en architecture, en design urbain, en urbanisme. Si on approuve un projet de développement, il devrait avoir une certaine chose minimum, des écoles, des espaces pour les écoles, des épiceries, etc. Mais si tu les imposes, un certain pourcentage de abordabilité, tu ne crées pas un quartier. Et tu ne donnes pas les mêmes règles pour tout le monde. Alors, c'est ça qui manque actuellement. Il faut bâtir. Il ne faut pas bâtir n'importe où. Il ne faut pas bâtir, densifier le Vieux-Montréal, par exemple, ou le plateau. Mais il y a beaucoup d'espace sur l'île de Montréal qu'on pourrait densifier énormément et créer des beaux quartiers avec tous les services et encourager les entrepreneurs à construire des maisons abordables. Mais il faut que la ville mette l'argent là-dedans aussi. Mais si tu imposes, les entrepreneurs vont aller sur la rive nord, la rive sud, et vont dire, ben, ici à Montréal, pourquoi je me casserais la tête? Oui, bien c'est ça. S'il y a des secteurs qui sont trop limitatifs, définitivement, les gens vont aller vers ce qui est plus facile, tu sais. Exact. Puis ça, c'est un réflexe naturel d'aller vers là. Si on regarde les stratégies de développement urbain, tu sais, on parle d'ultra-densification, mais on a eu durant la pandémie des secteurs d'activité qui ont été très, très affectés avec l'île de Montréal, principalement les secteurs bureaux. Comment tu vois ça? Qu'est-ce que les gens qu'est-ce que les développeurs, puis les owners, les propriétaires de buildings devraient faire? Parce que là, on arrive, on pense qu'on a passé à travers la pandémie. Oui, on a fait un bout, mais l'impact qu'on va avoir sur les édifices à bureaux, là, on va le voir au cours des 2 prochaines années, où ce que les baux tombent à échéance. Et là, on va voir la réalité de l'impact que la pandémie a eu sur les locataires. C'est quoi les stratégies que on devrait mettre en place, mieux? Justement, je pense que c'était au mois d'avril 2020, quand la pandémie avait commencé, pour le vrai, j'avais écrit que, justement, les édifices à bureaux allaient avoir des gros problèmes parce qu'avec les gens les employés qui allaient à la maison, qui travaillaient de la maison, qui vidaient le centre-ville, allaient peut-être pas retourner tout de suite. Et que les CEO des entreprises allaient regarder leur beau, justement,
et décider, si ça marche avec Zoom et tout ça, toutes ces plateformes qui ont pris l'expansion et les gens étaient contents d'être chez eux et travailler plus aussi, que ça allait avoir un effet important sur les baux. Et un mois après, je pense que c'était au mois de juin, juillet, McKinsey a émis un rapport sur un survey des CEO à travers le monde. Et 75% des CEO avaient dit qu'ils allaient revoir leur baux. À la baisse. À la baisse, évidemment. Et quand j'ai écrit ça, les gens disaient « Non, c'est pas possible, c'est juste temporaire, etc. » De toute façon, et là, quelques mois après, tu vois, il n'y a pas grand-chose qui est arrivé. Je dis, écoutez, le moyen des baux, c'est à peu près 5 ans. Ouais, c'est un 5 plus 5. Là. Donc, d'ici 3 ans, là, on est rendu 2023, et là, on commence à parler davantage. Pourquoi? Parce qu'effectivement, les CEO ne renouvellent pas leur loyer. Il y a des gens à Toronto qui disent le taux de vacances n'est pas correct. J'avais écrit tomato. Ça n'a aucune signification. Le problème, c'est que ça soit 10 ou 19 ou 23, ça se vide. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, c'est plus la tendance. C'est ça. Moi, quand j'ai vu ça passer, j'ai dit non, vous arrêtez de voir juste le chiffre, voyez la tendance. Puis la tendance, c'est que ça augmentait de mois en mois le vacancy. Au fur et à mesure que les loyers venaient à échéance. Et c'est ça qui arrive actuellement. Maintenant, avant de prendre la panique, il faut attendre un peu que les entreprises ramènent les gens tranquillement par le bras et les ramènent dans leur pyjama au bureau. Ah ouais. Parce que il va y avoir un certain tempérament de taux de vacances. Mais il reste qu'il va y avoir un grand vide. Quand toute la poussière aura tombé, il va y avoir un grand vide. Là, les gens disent, il faut convertir les édifices à bureaux en résidentiel. C'est pas si facile que ça. Là. Les floor plates sont pas faites pour ça. Quand tu nettoies tout ça pour reconstruire en résidentiel, qu'est-ce qui te reste? Il te reste juste la structure, l'enveloppe. Et même l'enveloppe, il faut que tu fasses des balcons, etc. Puis donc, des fenêtres. Des fenêtres. Donc, à la fin, quand tu fais ton calcul, ton proforma, tu te dis, ça coûte moins cher de démolir que de reconstruire ou rénover. De redévelopper ce bâtiment-là. Même les profondeurs du mur rideau jusqu'au cœur du bâtiment, des fois, c'est très profond. Il te reste 20 pieds de façade, 10 pieds pour le living room et le salon et 10 pieds pour la chambre à coucher. Et le reste de 1200 pieds carrés, t'as pas de fenêtre, là, on sait que tu peux pas avoir une chambre à coucher sans fenêtre. Donc, les gens ne pensent pas à cette question-là. Donc, on a là tout un problématique de développement économique à revoir. Parce qu'on ne peut pas jeter ces bâtiments-là à la poubelle. Là. C'est de l'architecture, pas dire ancestrale, mais c'est de l'architecture qui historique. Là. C'est économique aussi. C'est beaucoup d'argent à jeter par la fenêtre. Donc, on a un travail, parce qu'en 1994, pendant que je faisais le projet sur Tache Rouge, j'avais été invité au chapitre de AIA de Georgia, aux États-Unis, à donner une conférence. Et le titre de ma présentation était « The Next American Frontier, Our Inner Cities ». Et j'étais un mock-mock. Il y avait des gens qui avaient écrit des livres sur le 2e, 3e Ring City. Et les gens disaient, mais non, aux États-Unis, tu comprends pas la situation, Miguel, avec la situation sociale, personne ne veut aller au centre-ville, tu sais. Et j'ai parlé avec les gens de Martha, qui était la STM de Georgia. Ils disaient, on a construit des édifices à bureaux dans la banlieue parce que les gens sont là. Mais 1 an plus tard, le même gars me dit, Miguel, t'avais raison. Tu sais, cet été-là, une compagnie de Calgary avait acheté un édifice, un
un building. Il avait converti le bureau en résidentiel au centre-ville. Et de là, beaucoup de développeurs ont commencé à redévelopper des édifices ou construire des édifices résidentiels au centre-ville de Atlanta. Et les gens de Martha, de l'STM de Atlanta, me disaient qu'ils avaient remarqué que les gens qui habitaient dans la banlieue, le volume de trafic sur le réseau venait du centre-ville vers les bureaux dans la banlieue. Parce qu'il y avait beaucoup plus de gens au centre-ville. Et moi, je pense qu'on va revivre une autre renaissance des centres-villes. Il faut absolument sauver les centres-villes. Il faut trouver des solutions de développement économique pour ramener les entreprises au centre-ville. Parce que, comme tu dis, c'est un bien culturel, social et économique exceptionnellement important. Miguel, on aurait pu parler longtemps, mais on arrive à la fin du podcast. Je finis tous mes podcasts, je sais. Je finis tous mes podcasts de la même façon, avec les deux mêmes questions. Pour ceux qui les ont écoutés, ils aiment beaucoup ça. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens se souviennent de toi? Quel héritage tu aimerais laisser au portrait québécois de l'architecture puis de l'immobilier au Québec? J'ai fait beaucoup de projets que tout le monde connaisse, mais ils ne me connaissent pas. Et peut-être dans les prochaines années, comme le boulevard McGill College. Ouais. C'est moi qui l'avais conçu. Ouais, je sais, j'ai vu tes esquisses. Ouais. J'ai appris ça 20 ans plus tard, quand j'ai rencontré quelqu'un qui était sur le comité des gens d'affaires de McGill College. C'était une rue, la moitié de la largeur. Et justement, Melvin Charney avait suggéré à Héritage Montréal et Devon Corps de m'engager pour faire une vision du boulevard. Qu'est-ce que j'ai fait une esquisse, je l'ai donné, ils m'ont payé. Et j'ai pas entendu pendant 20 ans. Et on m'a dit que cette esquisse-là, on l'a donnée à M. Drapeau et on l'a convaincu de ne pas construire sa place de spectacle qu'il voulait construire à cet endroit-là. Et c'est ça. C'est pour ça que j'écris un peu plus sur LinkedIn, parce que je pense que j'ai quelque chose à donner. J'aime beaucoup Montréal. Et c'est pas la plus belle ville du monde, mais c'est la ville qui a, et je reviens à ce mot-là, la ville qui a le plus d'options. Il y a des gens qui viennent de partout, qui se déracinent de leur culture, de leur famille, et viennent à Montréal et ils fleurissent. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités, des parcs, des restaurants, la culture, des festivals. Tout ce qui nous manque, c'est une plage d'eau salée. Ouais, ça va être plus difficile, ça. Mais même avec des inconvénients, j'ai voyagé partout. J'ai eu un bureau en Chine pendant 6 ans. Et à chaque fois que je reviens à Montréal, je suis content de vivre ici. De quoi tu es le plus fier? Tu arrives à 63 ans, il y en a qui vont dire 30 ans de carrière. Moi, je vais dire 50 ans de carrière, parce que tu as quand même commencé sur le marché du travail à 13 ans. De quoi tu es le plus fier? De mes amis. Ouais. J'ai fait beaucoup d'amitié. On fait pas tout ça seul. Non, le travail d'équipe, tu l'as bien compris. Tu sais, des fois, tu sais, dans une carrière, on rencontre des gens. Il y a tout le temps, tu sais, des gens, des combats, tu sais.
Puis, tu sais, Miguel, je trouve que tu as tellement bien fait ça. Tu sais, tout au long de ta carrière, puis je sais que c'est pas fini. On va se revoir dans 15 ans, tu vas être I'm just encore getting started. Exact. Mais t'es le modèle type, tu sais, d'un entrepreneur parce que, tu sais, peu importe ce que tu as été, t'avais ton côté entrepreneur. De côté, écoute, tu es arrivé avec les valeurs importantes. Tu as été dans des postes qui t'auraient pu changer l'histoire de ton histoire, en tout cas. Puis tu as été fidèle à toi. Tu as gardé l'humilité, l'écoute, la franchise. Tu es quelqu'un qui est parti de l'Espagne, un petit gars unilingue espagnol qui vivait dans la pauvreté. Puis, tu sais, aujourd'hui, tu fais pas d'excès. Et pourtant, s'il y a quelqu'un qui pourrait en faire dans la vie, c'est toi. T'es confortable financièrement, mais tu gardes toute l'humilité de ça, tu sais. Puis, c'est tout à ton honneur, Miguel. C'était un réel honneur de t'avoir au micro. Tu vas rester dans mes bons podcasts. Puis je le sais qu'on va se reparler beaucoup parce que toutes les fois qu'il arrive une situation dans le milieu, ben je sais que je vais être en clic de voir qu'est-ce que t'en penses puis tout ça. Fait que un énorme merci, Miguel. J'ai eu... je dis à tout le monde, j'ai eu du fun à faire ça, mais avec toi, j'aurais pu t'écouter encore. T'as une histoire incroyable. On a, à mon avis, effleuré. On aurait pu aller juste chacun de tes secteurs, ce que tu as été, on aurait pu faire partie d'un podcast. Puis, tu sais, Miguel, j'espère que tu vas avoir inspiré beaucoup de gens avec ton histoire. Puis, des Miguel, j'espère qu'il va en avoir plus comme ça dans le milieu de la construction et de l'immobilier. Je suis vraiment ému. Ah, c'est très gentil. Ben, Miguel, je fais juste dire ce que je suis pas mal sûr que beaucoup de monde connaissent. Puis, je souhaite à tout le monde de rencontrer son Miguel Escobar. C'est une personne inspirante, une personne vraie. Puis, merci beaucoup d'être venu. Je vais prendre 2 minutes pour remercier ma gang. Anto, Mylène, Diane, merci beaucoup pour mettre en place ce podcast-là. C'est à cause de vous autres si tout ça est là. Nick, Fred, Pierre, merci les boys de me permettre de faire ça dans ma vie. C'est des histoires comme celle à Miguel qui me fait triper. Studio SF, Nicole, merci beaucoup. PH, Dom, merci d'avoir tout le temps de la disponibilité pour nous autres. Les auditeurs, ben, j'espère que vous avez trippé sur l'histoire de Miguel. Puis... encore une fois, Miguel, merci énormément d'être venu. Merci à toi. C'est très apprécié. Très plaisant. Fait que pour les auditeurs, ben, on se voit la semaine prochaine avec une autre histoire super inspirante d'un entrepreneur puis un acteur du milieu de la construction. Sur ça, je vous souhaite bonne semaine puis on se voit la semaine prochaine.